Les débats avec vous aujourd'hui, avec Nicolas Corato. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour, président fondateur du think tank Place de la République. Nicolas Jeantet, directeur des centristes et conseiller de Paris. Bonjour. Et vous êtes auprès de Valérie Pécresse. Oui, j'ai pris mon bureau dans le QG de Valérie Pécresse, un très bon QG, voilà. Avec Hervé Morin. Et vous allez ressortir le Karcher. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour, retweeté par Booba. Ah alors là, quelle joie. Là, c'est la star. C'est la star, Kevin. Notre Kevin, c'est notre création, c'est notre créature. Et quelle création. Vous avez Notre démarré. créature, carrément. Oui, vous avez démarré sur Sud Radio. Enfin, oui, clairement, tout à fait. oui, tout à fait. C'est Juliette Truffaut qui vous a repéré. Et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour Alexandre. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. On va revenir évidemment les propos d'Emmanuel Macron avec les sondages. Les Français sont divisés sur ces propos mais ne condamnent pas fermement le fond de ce qu'il a dit. Valérie Pécresse donc qui ressort le Karcher et on parlera d'Éric Zemmour, candidat des villes. On lui reproche d'être un peu trop urbain. On en parlera avec vous. Et puis le pass vaccinal. À quoi va servir ce pass vaccinal? Mais Gilles Gansman est resté avec nous parce qu'en fait on a un peu bousculé l'organisation. J'ai la permission de 10h45. Voilà, vous avez la permission de 10h45 parce que Patrick Mahé était tellement passionnant qu'on a zappé le zapping. Donc vous allez nous faire votre zapping. Il est politique. Qui de toute façon est très politique. Donc les meilleurs moments de l'actualité politique. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Solidaire avec les emmerdes du président, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, en a remis une couche hier après le Conseil des ministres. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français. Mais qui gâche la vie, le virus, on va y revenir. On va y revenir. Ou les restrictions. Oui. Tous solidaires avec les emmerdes, je vous le dis, Valérie. Résultat, Coralie Dubost, députée de La République En Marche de l'Hérault, s'y est collée. Il a fallu aller chez Pascal Praud sur CNews. Mais en vrai, vraiment, quand tu es de La République En Marche et tu vas sur CNews, c'est un chemin de croix. Déjà formidable. Oui, moi, je veux saluer l'action de nos chercheurs. Mais tu peux être contaminé. Mais tu feras pas de cas grave. Protégé avec le Covid-19, le vaccin fonctionne. Avec Delta, c'est plus compliqué. Il y a 300 000 contaminations. Mais vous me laissez finir une phrase. Mais il y a 300 000 contaminations, Coralie Dubost. Je veux dire, mais parce que ce que vous dites est faux, j'y peux rien. Mais ce n'est pas faux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous incarnez la déconnexion. Je vous aime bien, mais vous incarnez la déconnexion. Je suis pas d'accord avec vous. Vous êtes un député, les gens sur le terrain, ils se disent, mais ces gens sont fous, en fait. Bah oui, vous expliquez. expliquez. Le plateau, parce que si vous me dites que je suis folle, je quitte le plateau. Non, je dis, ils sont fous. C'est grossier. Non, c'est pas grossier. Et moi, je suis de la représentation nationale, je débat pendant des heures. Je n'accepte pas. Mais je vous dis ce que disent. Je dis pas ça. Je dis. Ça, vous n'aurez pas besoin d'aller voir la carte. Non, Coralie Dubost. Oui, un chemin de croix, Valérie. Elle est partie ou pas? Non, elle n'est pas partie. Non, il faut quand même qu'elle donne. C'est rare qu'on parte. C'est rare qu'on parte. Va te crosser, Chris Despais. Ça, c'est la version québécoise de Je t'emmerde. Oui, j'ai fait un peu d'études. Et au Québec, le gouvernement a décidé vraiment de les emmerder en interdisant la vente d'alcool et de cannabis aux non-vaccinés. Oui, en fait, pour l'instant, le gouvernement du Québec ne confirme pas si oui ou non il sera obligatoire de présenter un passeport vaccinal pour acheter de l'alcool ou du cannabis. Cela concerne en fait les magasins qui appartiennent à l'État. Dans les autres épiceries privées, ce règlement-là ne serait pas en vigueur. Alors cette mesure, elle vise bien sûr à convaincre les non-vaccinés d'aller chercher leur première dose et elle est considérée relativement acceptable d'un point de vue juridique puisqu'elle n'empêche pas les citoyens de se nourrir ou d'avoir accès à des soins médicaux.
Les faro incazzare, c'est en italien. Je t'emmerde en italien. Voilà. C'est bien. En Italie, comme le relatait BFM, eh bien ça y est, c'est devenu obligatoire pour les plus de 50 ans, le vaccin. Ce mercredi soir, le gouvernement italien a décidé de prendre des mesures supplémentaires. Jusqu'au 15 juin prochain, eh bien, il sera désormais obligatoire pour les personnes de plus de 50 ans de se faire vacciner. C'est une classe d'âge la plus à risque d'être hospitalisée, c'est justifié le chef du gouvernement italien Mario Draghi. Et c'est une mesure qui va donc concerner plus de 28 millions d'Italiens. Ce qui s'ajoute à celui qui a été annoncé pour le 10 janvier prochain et qui va rendre obligatoire le pass vaccinal à présenter pour prendre les transports en commun, pour se rendre dans les hôtels, les restaurants ou les salles de sport. Et pour finir, tollé de la droite donc et de l'extrême droite sur les propos du président. Allez, je vais finir avec une touche d'humour grâce à Bertrand Charmeroy. Hier dans C'est à vous, il a épinglé Nicolas Dupont-Aignan. Vous savez qu'il était le premier à monter au créneau sur la vulgarité du président, alors qu'il n'était pas le dernier. De bonne manière, Nicolas Dupont-Aignan. J'ai été stupéfait. J'ai cru que c'était une plaisanterie ou une tragédie. C'est indigne de la fonction présidentielle. Et il peut se permettre de s'offusquer car le respect et le langage soutenu, ça le connaît. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un peu le Nadine de Rothschild de la classe politique, notamment vis-à-vis des journalistes, des écolos et des instituts de sondage. Plus ils écriront de méchanceté sur moi, mieux ce sera pour moi et je les emmerde. Mais les écolos nous emmerdent, pardonnez-moi. Et les sondages, on les emmerde. Non, vraiment, le respect, c'est son truc. Surtout quand il croise le journaliste Frédéric Aziza. Mais vous êtes une merde intégrale. D'accord, très bien. Voilà, madame. Merci beaucoup, Gilles. Je vous ai donné plein de matières. Voilà, on a, oui, absolument. Il y aura de la matière dans les mois à venir, de toute façon, je pense. Ça va nous faire réagir. Merci beaucoup, Gilles. On va marquer tout de suite une pause. On a un peu bousculé, mais bon, c'est comme ça. On va revenir dans un instant avec vous pour débattre de ce pass vaccinal. Quand on voit que dans certains pays, les mesures sont encore plus draconiennes qu'en France, on peut s'interroger. Et puis, Kezia, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Oh, c'est que du bonheur, on est. Oui, c'est que du bonheur. Je vous sens heureux, Alexandre Malafaille. On se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. Les débats avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Nicolas Jeanneté, directeur des Centristes, conseiller de Paris, et désormais vous êtes auprès de la candidate Valérie Pécresse, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. À quoi va servir le pass vaccinal? On va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron qui finalement ne divisent pas tant que ça, ne divisent pas tant que ça. Ils sont divisés, mais ils ne condamnent pas complètement les propos d'Emmanuel Macron. En tout cas, pas le fond. Le terme emmerdé, effectivement, pose problème, mais sur le fond, ils ne sont pas complètement opposés à ce qu'a dit le président. Valérie Pécresse ressort le Karcher, c'est ce qu'elle a déclaré hier, enfin ce qu'elle déclare dans une interview ce matin, et on parlera également d'Éric Zemmour, candidat des villes. Allez, commençons avec vous, Nicolas Corato. C'est un coup de cœur. Oui, alors c'est un coup de cœur en demi-teinte, mais c'est un coup de cœur à moitié. Et je voulais parler de l'arrêté gouvernemental qui va restreindre le commerce des produits de CBD, même s'il ne va pas au bout de la logique. Alors vous savez, le CBD, c'est ce dérivé du chanvre qui ne contient pas de produits stupéfiants, mais qui est quand même dans l'univers du cannabis. Et depuis quelques mois, après un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, on a vu fleurir dans les villes et les campagnes des magasins qui font l'apologie de la consommation de produits dérivés du cannabis. Moi, j'ai été extrêmement choqué que dans notre pays, on puisse comme ça avoir des magasins pignon sur rue où peuvent rentrer y compris des mineurs pour aller d'une certaine manière s'acclimater avec la culture du cannabis. Je rappelle que les produits qui sont en vente ne sont pas des produits stupéfiants, c'est vrai, c'est une réalité, ce sont des produits neutres en termes de santé, mais on voit bien, c'est un peu comme les cigarettes au chocolat, vous voyez, c'est-à-dire que on donnait avant aux enfants des cigarettes au chocolat pour ensuite les acclimater à l'idée et à la culture du tabac. Ici, d'une certaine manière, on a une capacité culturelle et commerciale à commencer à s'intégrer dans un schéma qui vous amène tout droit ensuite vers peut-être la consommation de cannabis. Moi, je suis très opposé et je ne comprends pas et je ne comprenais pas l'inertie des pouvoirs publics français sur le développement de ce nouveau type de commerce. Cet arrêté
fait un peu la moitié du chemin, mais c'est le en même temps qui nous caractérise en ce moment, puisqu'il n'interdit pas, bien entendu, les ventes de produits CBD, mais il les limite à tous les produits hors fleurs de chanvre. Vous savez que c'est cette fleur qui, aujourd'hui, représente une majorité des produits de CBD en vente et qui donc sera interdite demain. Donc, c'est plutôt un coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les pouvoirs publics ont pris conscience du sujet. Ça va pas assez loin à mon goût. Moi, je ne vois pas pourquoi ces commerces existent. Il n'y a pas de raison de faire la promotion de la culture du cannabis, notamment auprès des jeunes, pardonnez-moi, qui en sont victimes, y compris de manière psychologique très forte. Et je pense que c'est un vrai sujet de santé publique. Donc, c'est un coup de cœur en signe d'encouragement, mais allons plus loin et finissons-en avec cette anomalie, pardonnez-moi, commerciale. Voilà. Qui s'est développé, ils se sont développés un petit peu partout, ces magasins dans le monde, avec un effet... on les a vus fleurir, mais dans Paris, à tous les coins de rue, pratiquement. Mais je crois qu'il y a même des gouttes pour mettre dans le bain, au cannabis, enfin aux fleurs de... Bon, c'était effectivement, ce coup de gueule est justifié parce que ça a poussé comme des champignons d'un seul coup. Et on ne savait pas trop, moi je n'y suis jamais rentré. Je ne sais pas trop d'ailleurs ce qu'on y vend vraiment. Et qui contrôle, c'est ce que demande un auditeur. Olivier nous dit, le CBD c'est un outil de communication, de propagande pour la légalisation du cannabis, etc. etc. Même si, ça c'est à titre personnel, vraiment à titre personnel, je pense qu'il faudra un jour qu'on ouvre les débats sur l'encadrement et de la production et de la vente de cannabis, puisque on va être confronté, on est entre deux pays, on est entre l'Espagne qui le dépénalise et entre l'Allemagne qui va le légaliser. Donc à un moment, là il va y avoir un autre débat qui va s'ouvrir, où nos jeunes vont aller en Allemagne chercher du cannabis et le ramener en France. Enfin, on va recommencer avec cette éternelle question. Une auditrice me dit, non, c'est faux, dans les magasins de CBD, on me demande ma carte d'identité. Les joints, c'est ailleurs qu'ils se fournissent. Moi, j'aurais bien savoir, Lucia, ce que ça vous fait, le CBD. Est-ce que ça a un effet? Moi, j'ai essayé, ça va. Rien du tout. Non, essayé? Oui, j'ai essayé. Et sous quelle forme alors? Des gouttes, oui, on disait que ça aidait à endormir. Mais des gouttes qu'on met dans une boisson? Non, oui, vous mettez sur la langue. Et alors, ça fait quoi? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Julien nous dit un certain nombre de profs se font des tisanes de CBD pour pas péter les plombs. Kevin, non. Kevin, il fume des pétards. Non, je plaisante. Je vais prendre ça pour la campagne électorale alors. Oui, Alexandre. C'est parce que vous êtes vacciné que ça vous fait rien. Sûrement, certainement, c'est possible. Je l'ai fait avant le vaccin. J'avais essayé au moment où c'est sorti. Voilà. Et toc. Pourquoi vous n'êtes pas vacciné, Alexandre? Bien, c'est le secret médical, Valérie. Voilà. Votre coup de gueule, Alexandre, votre coup de cœur plutôt, que je partage. C'est un coup de cœur parce que la statue de Napoléon va finalement faire son retour sur le parvis de l'hôtel de ville de Rouen. Vous vous en souvenez, il y a quelques mois, le maire écolo avait décidé de déboulonner notre Napoléon national. Et au prétexte que finalement, il voulait avoir une autre lecture peut-être de notre histoire et mettre une autre figure de l'histoire plus récente sur la place de l'hôtel de ville. Devant le tollé, finalement, la mairie a organisé une consultation en ligne et un peu plus de 4000 Rouennais y ont participé. Au résultat, 68% des Rouennais disent on veut notre statue de Napoléon et on est attaché à notre histoire, on ne déboulonne pas l'histoire. Et Napoléon va revenir prochainement après avoir été un peu dépoussiéré, rafistolé. La statue avait sans doute un peu vieilli, ça lui fera certainement du bien. Je trouve que c'est un bon message, en fait, au-delà du fait que, personnellement, je trouvais dommage de retirer une statue comme celle-là et puis finalement de participer à cette histoire, de cette façon, en fait, de réécrire l'histoire comme souvent le suggère le président de la République. Je pense qu'il faut faire attention à nos symboles. Celui-là fait partie du grand récit national et il est essentiel pour nous. Sinon, il faut aussi fermer le Panthéon, les Invalides. Et après, je trouve que cette expérience de démocratie participative locale est intéressante. Elle devrait être généralisée quand il s'agit de sujets importants. Je pense en particulier à la ville de Paris, où par exemple sur les coronapistes, sur la fermeture du périphérique, d'une voie du périphérique, la maire de Paris serait bien inspirée d'essayer de mettre les Parisiens dans sa poche. Après tout, si les gens sont vraiment d'accord en majorité pour aller dans un sens ou dans un autre, allons-y. Mais il faut faire de la démocratie locale autrement qu'elle le fait. Et ce qui a été fait à Rouen, même si au départ, l'intention du maire écolo était, de mon point de vue, assez choquante, au bout du compte, le rétablissement sur ses pieds, je dis bravo. Oui, moi, j'en profite pour plaider pour le retour de la statue de Voltaire. Je crois qu'elle n'est toujours pas revenue qu'est Voltaire. Elle était partie pour un nettoyage. Elle est dans des entrepôts. Je le répète à chaque fois que je le ferai. Elle est dans des entrepôts. Elle a été nettoyée. Je voudrais savoir pourquoi elle n'est pas revenue, cette statue de Voltaire.
wokisme. On va lancer une alerte, mais, c'est vrai. Pourquoi cette statue n'a pas été réinstallée là où elle devrait être? Elle est partie pour être rafraîchie. Oui, mais elle est rafraîchie. J'ai eu des informations selon lesquelles elle est rafraîchie. Ça fait un petit moment quand même. Donc, je voulais juste préciser que le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, est socialiste et non pas vert. Ce qui est d'ailleurs inquiétant parce que la cancel culture, la work, elle va aussi chez les socialistes. C'est un pur produit du socialiste. C'est l'ancien président de la région et ils les soutiennent d'Anne Hidalgo. Donc c'est pas un vert. Nicolas Jeantet, coup de gueule. Coup de gueule, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Il y a le 23 novembre dernier, il y a un bateau de migrants qui a traversé la Manche, dont les occupants bien évidemment sont décédés, des femmes, des enfants. Et il y a 2 jours, il y a un nouveau bateau qui a réussi en revanche à arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bateaux recommencent à essayer de traverser la Méditerranée et que finalement, je suis dépité, je suis énervé, c'est un cri de colère parce que finalement, depuis le 23 novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Darmanin a réussi à obtenir un avion Frontex pour surveiller les plages, mais ça y est, ils sont repartis. À un moment, ils ont essayé de traverser la Manche par les camions, et il y a eu un mort, etc. On continue, il y a encore des tentes, des campements de migrants qui s'installent, et où sont les renégociations de l'accord du Touquet, ou quand est-ce que viennent les fonctionnaires de l'immigration anglaise pour traiter directement à Calais les migrants, quand est-ce qu'on va ouvrir une voie légale pour éviter ces drames humains, et on recommence à chaque fois. Et où est la parole publique? Où on est ce fameux débat? Il se passe jamais rien. Et dans un mois, on va avoir un drame, on va pleurer et on va recommencer. Voilà, c'est... Rien ne change. Rien ne change. Kevin, avec vous, on va entamer notre débat. C'est un coup de gueule sur l'actualité. Un coup de gueule sur la saturation au sein du débat public. Matin, midi, au soir, on parle de la Covid-19. On allume la radio, Covid-19. On ouvre les journaux, Covid-19. On allume la télévision, Covid-19. On va dans le métro, Covid-19. On va boire un café avec quelqu'un, Covid-19. Mais on n'en peut plus. Et ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'on terrorise les gens, puisqu'à longueur de temps, on leur dit qu'ils vont mourir, que ça va être l'apocalypse, qu'il faut absolument qu'ils s'enferment chez eux ou qu'ils aillent se faire tester ou vacciner. On n'en peut plus. Et un peuple qui a peur, un peuple qui est terrorisé, c'est un peuple qui ne débat plus, c'est un peuple qui ne réfléchit plus, c'est un peuple qui est complètement soumis au bon vouloir de ses dirigeants. Et moi, je pense surtout à l'élection présidentielle qui est dans 3 mois. Si tous les débats sont cannibalisés, voilà, par ce genre de choses, on va nous voler cette élection. Est-ce que vous ne pensez pas, et c'est ce que dit Éric Zemmour, ce qu'il a dit ce matin, je crois qu'on a le son écouté, et ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire de remettre le Covid au centre du débat. C'est une stratégie. Écoutez ce que disait Éric Zemmour. Je pense que c'est un coup politique. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Il instrumentalise cyniquement le Covid. Il veut faire du Covid le sujet de la présidentielle pour pouvoir être tranquille, qu'on ne parle pas de son bilan et surtout, qu'on ne parle pas de l'identité de la France que j'avais réussi à imposer comme thème majeur de la campagne présidentielle à l'automne. Il fait de la politique. Oui. Donc vous avez répondu à ma question. Il a réussi, Emmanuel Macron, à vous imposer son tempo, à imposer le paradigme covidien comme le sujet qui écrase tout dans cette campagne. Vous avez raison, il a réussi là pendant une semaine. Ça ne durera pas autant que les impôts, comme dirait mon père. Voilà. C'est ce que. Oui, ce que il a parfaitement raison. Et moi qui appartiens au peuple de droite, j'ai quand même le souvenir de l'élection de 2017. On nous a volé cette élection après une cabale médiatico-politique contre François Fillon. Si le peuple de droite ne peut pas voter en conscience, si on lui vole en effet encore cette élection cette année parce que tout sera parasité par le Covid, moi j'ai bien peur que la France connaisse une crise démocratique très forte. Donc il faut qu'il y ait du débat d'idées, qu'on puisse parler de tous les sujets et que la Covid-19 disparaisse un petit peu. Oui, et encore, Kevin, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, attendez. Oui, Nicolas. Cette nuit, on a vraiment débattu. Je me suis couché au petit matin, comme beaucoup de gens, qui ont regardé la télévision, parce qu'on a débattu jusqu'à 5h30 du matin sur le Covid. Donc, on peut pas dire non plus qu'on ne débat pas. On débat trop, justement, sur le Covid. On débat trop, alors, d'accord. Mais enfin, en même temps, on débat. Qui voulait réagir, Alexandre Malafaye? Je voudrais d'abord dire que je partage totalement le point de vue sur la saturation des médias. Ce matin, je regardais un peu l'inspiration pour un coup de cœur. Je me suis mis sur Google Actualité. Les 2/3 des news étaient consacrés au Covid. Voilà, ça, c'était quand même assez fascinant. Il n'y a que ça en France, à l'étranger, il n'y a que ça. Ensuite, je suis en effet tout à fait d'accord sur le fait que il y a beaucoup de cynisme derrière l'exploitation de cette crise. Et je pense qu'il y a même un pari politique qui est fait actuellement par le gouvernement.
par Emmanuel Macron vis-à-vis de la présidentielle. Ce que je pressens, et je me tromperai peut-être, et j'espère d'ailleurs me tromper, mais c'est que ce variant Omicron, on le voit par ailleurs, il a une croissance très exponentielle, il risque de retomber relativement très rapidement. Et comme on est en train de serrer la vis de plus en plus sur les Français, et que les Français sont, moi je l'avais écrit il y a un an, dans une espèce d'approche un peu stockholmisée, parce que finalement, ils savent plus à qui faire confiance, donc ils font finalement confiance à leur geôlier. Et je pense que dans 1 mois et demi ou 2 mois, quand la crise sanitaire, le Omicron sera passé, peut-être même dans 6 semaines, et ça peut aller très vite, je pense que le gouvernement va desserrer les taux extrêmement rapidement, ce qui permettra de se présenter comme les libérateurs, et en disant on a terrassé le virus, nous sommes les meilleurs. Et ça, je peux vous garantir que ça fera un boulevard pour réélire Emmanuel Macron, et qu'on n'aura pas de débat. Parce que derrière, de toute façon, ce sera le sujet de la victoire, et tout le reste passera au second plan. Je pense qu'il y a un cynisme et un calcul politique. Alors, s'il se trompe, évidemment, il va le payer cher, potentiellement, mais s'il ne se trompe pas, parce qu'effectivement, Omicron passe vite, vous verrez, le résultat sera celui-là, malheureusement. Alors, on va continuer de débattre. Nicolas Corato, vous nous direz ce que vous pensez de ce que vient de dire Alexandre Malafaille. Dans un instant, 0826 300 300. Vous pouvez également réagir sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats avec vous, avec Nicolas Corato, Nicolas Jeantet, Kevin Bossuet, Alexandre Malafaille. Alors, Nicolas Corato, vous vouliez réagir juste avant la pub à ce que disait Alexandre Malafaille, à savoir la stratégie d'Emmanuel Macron de serrer la vis pour la libérer une fois que le variant serait parti et apparaître comme un sauveur. Oui, moi, je pourrais partager. Enfin, j'ai pas de problème à dire qu'Emmanuel Macron fait de la politique politicienne, c'est pas nouveau. Mais quand même, par rapport au coup de gueule de Kevin et à ce que vient de dire Alexandre, il y a un sujet. Moi, je veux bien comprendre qu'on en a marre d'entendre parler du Covid matin, midi et soir, et que ça, nous, en tant que commentateurs, et peut-être que certains citoyens, ça les lasse. Mais il y a quand même une réalité. Moi, je suis pas épidémiologiste. Je lis simplement les chiffres que nous donnent les services publics. 73% des services de réanimation sont occupés aujourd'hui par des malades Covid. La tension dans les réanimations aujourd'hui, c'est 73%. 90% en Rhône-Alpes. Depuis 2 semaines. COVID non vaccinés. Voilà. Depuis 2 semaines, effectivement, et je viens même pas sur ce sujet de la vaccination, sinon on va y passer encore la moitié du temps. À l'hôpital Necker, on déprogramme depuis 15 jours des opérations sur des enfants pour des malformations urinaires. Et la plupart des hôpitaux en France aujourd'hui ont mis en place des programmes de déprogrammation. Vous savez ce que ça veut dire, la déprogrammation? Parce qu'on en parle peu, ça, de la déprogrammation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des patients qui attendent d'être opérés, parfois depuis des semaines, parfois depuis des mois, et qui ne sont pas opérés. Alors je veux bien qu'on en ait marre de parler du Covid, mais c'est aussi une réalité pour beaucoup de Français, et c'est une réalité pour nos soignants. Nos soignants, ils en mangent matin, midi et soir du Covid depuis 2 ans. Alors on peut considérer que c'est pas un sujet de société, on peut considérer que c'est mieux de parler d'identité nationale, mais c'est une réalité à la fois sanitaire, épidémique et sociale. Donc moi j'ai pas de problème. Laissez-le terminer. Et je finis par dire que la meilleure manière de ne plus entendre parler du Covid et de parler d'autre chose, de tout ce que vous voudrez, c'est d'inciter les gens à aller se faire vacciner. Oui, mais pour moi, juste un petit mot. Je peux vous dire, si vous avez la mémoire des médias, vous vous souviendriez qu'il y a quelques années, on nous parlait qu'à l'occasion des épidémies de grippe, on avait les mêmes problématiques dans les urgences pendant l'hiver. Et qu'il y a un moment donné, vous aviez des phénomènes de saturation hospitalière parce qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient dans les urgences et en réa à cause de la grippe. Et une fois qu'on avait dit ça, on passait à autre chose. Voilà. Oui, sauf qu'Alexandre, Alexandre, on ne déclenche pas de plan blanc quand il y a une épidémie de grippe. Pas dans cette proportion. Mais c'est exactement pas dans cette proportion. Alors, Nicolas Jeantet, puis après vous répondrez Alexandre. Et puis, les hôpitaux sont saturés, les services pédiatriques, parce qu'il y a une vague de bronchiolite. La grippe, elle arrive. Donc c'est plutôt un problème de santé publique d'une façon générale aujourd'hui qui est à remettre en cause. Il y a le Covid, certes, mais il y a d'autres maladies aujourd'hui qui sont très importantes, dont on ne parle plus à cause du Covid. Et les hôpitaux sont encombrés. Les services pédiatriques ne sont pas encombrés parce qu'il y a le Covid. Ils sont encombrés parce que les soignants sont positifs, les soignants sont malades et qu'il y a de moins en moins de soignants dans les hôpitaux. Pardon, mais c'est une réalité épidémique. Faut arrêter. On est dans Don't Look Up, quoi. C'est vraiment. Enfin, si on n'est pas d'accord sur la réalité, on parle de rien alors. Ça et on organise le
monde autour de ça. Très bien, c'est un choix politique, mais moi je ne partage pas du tout votre projet de société. Voilà. Mais c'est pas un projet de société, Alexandre, je vous décris. C'est de Est-ce que vous êtes d'accord avec la réalité compulsif. Non, mais est-ce que ce que décrit Nicolas Corato n'est pas la réalité, à savoir des déprogrammations de soins, parce qu'il y a une situation, on peut dire tout ce qu'on veut, ça date d'avant le Covid, etc. Aujourd'hui, on est dans cette situation où où les malades Covid non vaccinés sont en réa et engorgent les hôpitaux. Non, mais je suis d'accord, mais la problématique... Vous avez eu plein de situations de déprogrammation de soins. Pas dans cette proportion-là, Alexandre. Mais écoutez, l'hôpital avait qu'à se dimensionner. On peut pas en permanence organiser la vie d'un pays, d'une nation, d'un continent ou du monde occidental en disant chaque hiver ou tous les 6 mois on a une épidémie et on arrête de vivre normalement. C'est pas raisonnable. La crise de l'hôpital n'a pas été résolue. On devait soi-disant ouvrir 10 à 12 000 lits de réanimation et densifier notre hôpital. On paye le prix de quoi aujourd'hui? On paye le prix de ce qu'on appelle les new politiques publiques, c'est-à-dire qu'on a géré l'hôpital public. Mais on est d'accord. Là-dessus. Depuis Chirac, depuis Sarko, depuis Hollande et avec Macron, on l'a géré comme un hôtel, comme c'était un hôtel. Mais là, on fait pas l'histoire. Aujourd'hui, on est devant une situation. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas refaire l'histoire. Il faut aussi essayer de prendre un peu de distance par rapport à ça. En effet, on ne peut pas continuer parce que Natacha Polony a fait un très bon papier il y a 15 jours dans Marianne, un édito, pour expliquer qu'en effet, la peur était en train de neutraliser les intelligences et qu'il n'y a plus le moyen de mener le moindre débat sensé. Bien sûr qu'il y a un sujet, mais on est en train de bouleverser les gens dans leur mode de vie, dans leur mode de fonctionnement, et ça va laisser des conséquences sociales, psychologiques et psychiatriques très durables. Vous savez, les enfants qui vont vivre 1 an, 2 ans, 3 ans masqués à l'école, ils vont rentrer dans un monde orwellien. C'est fascinant ce qui est en train de se passer. Écoutez, c'est des pédiatres, dont une qui témoigne régulièrement sur Twitter en expliquant que l'angoisse du masque, elle vient des parents et que les enfants à qui on a expliqué plutôt bien les choses. Bien sûr qu'ils vont s'y habituer, parce que ça va devenir la norme pour eux. Mais est-ce qu'on veut d'un monde où la norme, c'est de porter le masque dès 6 ans à l'école? Alexandre, moi je peux partager tout ce que vous dites. Il y a des vrais sujets de société. C'est un vrai problème de liberté publique. C'est un vrai problème de démocratie. Tout ce que vous voulez. Simplement, je voulais vous rappeler, est-ce qu'on est d'accord sur la réalité? Est-ce que cette épidémie existe? Est-ce que cette épidémie affecte les hôpitaux, quel que soit leur dimensionnement, leur fonctionnement? Et est-ce que la vaccination est une politique publique qui permet d'y venir? Attendez, pas tous en même temps. Alexandre, on ne vous entend pas. Attendez. On recommence, on ne vous entend pas. Allez-y. Écoutez ce que dit le docteur Kirzek, qui fait partie des médecins qui essaient de prendre un peu de recul par rapport à la crise sanitaire et qui est un des rares non alignés sur la doxa. Et qui est un des rares qui n'a pas de patients non plus. Enfin, je veux dire, c'est ce que disent aussi les médecins face à lui. Il y en a qui sont autorisés à parler, d'autres qui ne sont pas autorisés à parler. Oui, ceux qui sont autorisés à parler sont ceux qui reçoivent des patients, les réanimateurs, les urgentistes. Mais enfin, donc dans ces cas-là, vous disqualifiez de droit à la parole tous ceux qui observent ou qui sont même à l'intérieur du système. C'est pas possible de faire ça. Non, vous n'avez pas le droit. De quel droit vous parlez? J'ai un camarade, je vais vous dire à quel point c'est grave ce qui se passe. J'ai un camarade qui fait partie des armées, qui maintenant est sorti, qui regarde comme vous, comme moi, ce qui se passe, et qui a posté sur LinkedIn un commentaire dans le cadre d'une discussion pour expliquer que, en effet, les vaccins à ARN messager ne portaient pas le bon nom. Ce n'est pas un vaccin au sens de la définition légale du vaccin, d'accord? Juste pour dire que voilà, c'est une thérapie génique, c'est pas un vaccin. Et ça, c'est confirmé par Moderna, qui le dit dans sa communication. Le post de mon camarade a été supprimé par LinkedIn. C'est-à-dire, à un moment donné, vous pouvez pas en permanence dire que certains peuvent parler. Il fait quoi votre camarade? Qui est derrière tout ça? Il fait quoi votre camarade? Il faut à un moment donné prendre un peu de recul. Oui, il y a une crise sanitaire. Oui, il y a un problème de santé publique. Mais à un moment donné, je pense que de vacciner des gens qui ont eu le Covid il y a quelque temps ne sert à rien. D'accélérer comme on le fait de vouloir vacciner les enfants est un danger pour nos enfants. Je pense que c'est une menace. On fait planer sur une menace. On ne sait pas. Attendez, on a reproché à Raoult de ne pas faire de tests randomisés en double aveugle sur les essais chloroquine azithromycine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On injecte 1 dose, 2 doses, 3 doses à des gens sans avoir fait aucun protocole, sans savoir si 3 mois, 6 mois, 4 mois, 5 mois. On fait tout ça. On le fait à marche forcée. On ne sait pas ce que ça aura comme conséquence à moyen et long terme. Pardon, Alexandre, il n'y a pas eu de test sur les vaccins? Ce n'est pas un vaccin classique. Il n'y a pas eu de test sur les vaccins.
vaccin. Thérapie génique, les enfants, réveillez-vous. Non, mais vous êtes épidémiologiste, vous êtes médecin, vous êtes d'où vous j'ai le droit de lire quand même, j'ai le droit de lire. Mais oui, mais vous lisez qui? Enfin, c'est ça que c'est ça aussi, c'est que vous faites une opinion en écoutant des gens Pourquoi j'écoute les deux parties, Valérie, j'écoute les deux parties, j'essaie de comprendre ce qui se passe et je dis simplement, il me semble qu'on est en train de tendre vers une société de l'hygiénisme en effet. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les gens qui sont à risque, donner le choix à ceux qui veulent se faire vacciner. Attention avec les enfants. Mais en fait, on est d'accord. Il y a plus d'enfants atteints de la grippe les années présentes en urgence que du Covid. Alors, Kevin, on vous a pas entendu. Oui, Kevin. En fait, on est tous d'accord. En effet, cette crise sanitaire est une crise qui n'est pas à négliger. En effet, il y a des morts, etc., etc. Mais simplement, il faut peut-être revoir notre manière de faire les choses, parce que matin, midi et soir, c'est vrai qu'il y a une forme de totalitarisme sanitaire où on nous rabâche sans arrêt l'application des gestes barrières, on nous infantilise, il faut se faire vacciner. Mais il faut peut-être revoir la stratégie. C'est ce qu'est en train de faire Israël, finalement, axer la vaccination sur les personnes qui sont à risque, qui ont des comorbidités. Parce que le gros problème, c'est qu'on s'est rendu compte que le vaccin, c'est un truc formidable, il faut se faire vacciner. Néanmoins, même en étant vacciné, on continue à transmettre le virus. Donc le vaccin est plus finalement une protection individuelle. Donc il faut absolument que les personnes à risque, en effet, se vaccinent pour éviter d'encombrer les services hospitaliers. Alors après, il faut faire attention aussi, parce que quand on en fait trop, ça a des conséquences psychologiques et psychiatriques qui sont importantes. En effet, le port du masque continuellement pour les gamins, c'est horrible. Allez voir dans les services de pédopsychiatrie, ils sont pleins. Il y a la défenseur des droits qui a notamment noté dans son rapport annuel de 2021 que 25% des jeunes entre 15 et 24 ans connaissaient des troubles dépressifs. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question autour de ça. Et la vérité, c'est que le variant Omicron, on commence à y voir un petit peu plus clair. Apparemment, il est beaucoup moins dangereux. Il suffit de voir en effet les études britanniques qui montrent qu'en effet, on a 3 fois moins de chances avec le Omicron d'aller en hospitalisation qu'avavec le variant Delta. Et la vérité, c'est que cette crise Omicron, c'est la crise du testing massif. Parce que forcément, plus les gens se testent, plus il y a de Covid. Et en fait, c'est souvent... C'est la vraie question. C'est souvent un simple rhume. Et je termine, quand vous demandez aux réanimateurs, moi j'ai un ami qui est urgentiste et qui me dit, en fait, on ne voit pas d'Omicron en réanimation, on voit encore du Delta. Donc il faut, je pense, apaiser le débat public, en effet, continuer à convaincre les gens de se faire vacciner et aussi arrêter de fracturer la société française entre les vaccinés et les non vaccinés, sinon on ne s'en sortira pas. Vaccinés comme non vaccinés, on appartient tous à la même nation. Et on revient au problème numéro 1 qui est un problème de santé publique et un problème d'encombrement des urgences et des lits de réanimation. C'était d'ailleurs le début de cette crise au départ et on l'a toujours pas résolu. Où sont les 12 000 lits de réanimation prévus? Pourquoi on supprime un chiffre dans le village public? Un chiffre. En Israël, il y a 9 millions d'habitants, 3 000 lits de réanimation. En France, on est 67 millions. Il n'y a que 6 à 7 000 lits de réanimation. Il y a un problème. Il vient de là dès le départ. Voilà. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve avec vous pour revenir sur les propos d'Emmanuel Macron et parler de Valérie Pécresse. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. On va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron. Les Français divisés mais ne condamnent pas fermement ses propos. Évidemment, moi je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, j'ai très envie de les emmerder. Donc il y a eu un sondage Elab Opinionway pour BFM. 53% des Français ont été choqués par ces propos, 47% n'ont pas été choqués et près de 70% qui se sont vaccinés sans hésiter déclarent ne pas avoir été choqués par ce propos. Et c'est vrai. Suite à ces propos, il y a quand même eu 66 000 de primo-injections. Qui était prévu peut-être. Peut-être qui était prévu, c'est vrai, avec le pass vaccinal. Peut-être plutôt plus que sur les propos du président. C'était en... Voilà, mais... on a bien compris en écoutant les différents commentaires que cette déclaration, enfin cette réplique d'Emmanuel Macron était prévue, calculée, et on s'interrogeait hier de savoir quel serait l'impact, bénéfice ou pas pour Emmanuel Macron. Kevin Bossuet. Oui, c'était sûr. Là, on est dans la stratégie politique. Le but, c'est de cliver. C'est une forme de populisme bas de gamme. Donc évidemment, quand c'est Viktor Orban, Trump ou Bolsonaro qui clivent comme ça, c'est du populisme. C'est pas possible.
possible, c'est le retour des bots, c'est horrible, mais comme Emmanuel Macron appartient au camp du bien, finalement tout est permis. Son but c'est quoi? C'est de cliver la société française, de reconstituer un camp du mal, les non-vaccinés, les parias, ceux qui n'ont pas joué le jeu, les idiots, pour leur taper dessus et pour dire regardez, moi je suis Emmanuel Macron, je suis le protecteur de la nation, je me suis battu contre tous les obscurantistes, votez pour moi et c'est la réélection assurée. Et c'est un problème également pour Valérie Pécresse, parce que la vérité c'est qu'Emmanuel Macron et Valérie Pécresse se partagent le même électorat, un électorat en effet plutôt âgé, très sensible sur la question sanitaire, fortement vacciné, et en effet c'est très compliqué pour Valérie Pécresse de se positionner, surtout qu'elle a dit qu'elle était philosophiquement pour le pass vaccinal, elle était contre la méthode qui a été mise en place. Donc quelle est la vraie distanciation quand je suis électeur entre un Emmanuel Macron en effet qui vote pour le pass vaccinal et une Valérie Pécresse qui vote également pour le pass vaccinal? Donc c'est vrai que ça serait bien un peu que Valérie Pécresse s'exprime pour éclaircir son propos. C'est bien, Kevin, pour cela qu'elle a repris le terrain du régalien avec ses interviews dans la Provence, dans lequel elle ressort effectivement une phrase de Nicolas Sarkozy, mais derrière tout ça, elle s'attaque directement aux délinquants. Emmanuel Macron s'adressait aux Français en disant je vais vous emmerder, je vais emmerder les non-vaccinés avec deux catégories de citoyens. Là, elle au moins, elle s'adresse aux délinquants en disant qu'elle va nettoyer à nouveau les cités, parce que sa visite se fait dans le sud de la France, engrenée par la drogue, avec des trafics insensés, et qu'il faut rétablir effectivement le régalien. Donc elle va vouloir, elle, remettre le sujet, comme Éric Zemmour, tout ce qu'on entendait tout à l'heure. Non mais la sécurité, Valérie, quand même le sujet préoccupant le plus important en France aujourd'hui. Non, le sujet le plus préoccupant pour les Français, c'est la santé. C'est même le pouvoir d'achat. Non, c'est la santé. Non, mais c'est la santé. Ça joue en fonction des semaines, mais vous regarderez, c'est soit la santé, soit le pouvoir d'achat sur les 2 derniers mois, et la sécurité bien après. Mais on peut parler de sécurité, il n'y a pas de difficulté. Moi, je suis étonné parce que ça continue ma série. Je suis de nouveau complètement d'accord avec Kevin Bossuet. Donc, je coche une nouvelle case. Je coche une nouvelle case. Effectivement, cliver en politique, c'est souvent faire le pari de gagner. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a un socle très fort, et il l'a depuis le début de son quinquennat, qui lui permet aujourd'hui d'être à peu près à 25% d'intention de vote au premier tour. Et ce socle, c'est sa stratégie, c'est de le solidifier, c'est de le consolider au maximum, parce qu'on sait que dans une élection présidentielle, au premier tour, on rassemble son camp, et au second, on élargit. Et ben, il y rassemble son camp, et il rassemble en clivant, c'est-à-dire en mettant une frontière très nette entre ce qui est sa politique et ceux qui sont ses adversaires. Quitte à faire preuve d'autorité, parce que ça plaît à son électorat. Ses coups de menton, ses coups de poing sur la table, son style, qui nous déplaît, et qui devrait déplaire à n'importe quel citoyen un peu démocrate et un peu républicain, et ben, ça plaît à son électorat, qui est finalement une sorte de bloc bourgeois un peu autoritaire, et qui aimerait bien que les pauvres se mettent en rang, en ordre de marche, et aillent au travail et arrêtent de parler ou de contester. Donc il y a ce sujet-là qui, moi, me paraît très important. Après, il y a un autre sujet dans cette interview dont on a un peu moins parlé, mais qui est à mon sens bien plus compliqué, c'est sa phrase sur l'irresponsabilité et la citoyenneté. C'est-à-dire que les citoyens irresponsables ne seraient plus citoyens. Ça pose une vraie question démocratique que je mets en relief d'ailleurs avec sa précédente déclaration, quand il nous expliquait que dans une république, les devoirs précédaient les droits, ce qui est l'extrême contraire de ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et Emmanuel Macron a un problème avec la citoyenneté, a un problème avec les droits, et peut-être un problème avec notre corpus constitutionnel. Et je pense que ça ferait un beau débat pour la présidentielle également. Alexandre Malafaye, vous m'entendez? On a perdu Alexandre. On a perdu Alexandre Malafaye. Non, mais ce qui est incroyable, c'est la cohérence de la parole présidentielle. Il avait promis d'aimer les Français, il avait promis, etc. Il recommence une semaine après. Mais le fait que les Français... Oui, vous êtes là, Alexandre. Le fait que finalement, cette deuxième phrase, qui effectivement peut apparaître plus choquante en disant ceux qui ne sont pas... Elle est grave, ne sont pas des citoyens, ou une phrase grave, finalement, choque pas tant que ça. Parce qu'elle a été mal comprise par les Français, je pense. On a retenu emmerder les Français, le côté vulgaire du président de la République, mais on a oublié cette deuxième phrase d'irresponsabilité. Ils ont été interrogés par deux citoyens, par Elab sur cette phrase, et majoritairement ils ne se disent pas choqués. J'essaye de retrouver le chiffre. Alexandre Malafaye, on vous a retrouvé.
Oui, je suis là. Oui. Non, par-delà le fait que je trouve bien sûr qu'un président en exercice dise ça, c'est indigne de la fonction, et je pense qu'un président ne devrait pas dire ça. Après, il y a en tout cas une chose qui est claire, c'est qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans sa tête. Et ce qui est sûr, c'est que ce qu'il y a dans sa tête confirme qu'il n'y a pas de constance. Il est capable de dire tout et son contraire. De manière hallucinante, que ce soit sur l'Algérie, les questions internationales, l'histoire de France, etc. Là, il y a 3 semaines, il nous dit qu'il a changé, qu'il a compris qu'il fallait quand même respecter les gens. Voilà, il fait exactement le contraire 3 semaines après. C'est un trait de caractère qui est assez fascinant, qui est peut-être pas rassurant quand on veut avoir affaire à un chef de l'État, parce qu'on ne sait pas s'il vous dit la vérité à un moment où il vous l'a dit. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que je pense que Emmanuel Macron, dans un pays beaucoup plus autoritaire, serait un vrai dictateur. Je pense qu'il confond les Français, qui sont des citoyens, avec des soldats. On n'est pas ces soldats, on n'est pas là pour obéir comme un chef militaire peut être amené à faire obéir et ensuite à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui les soldats ils ont leur liberté de conscience et ils peuvent ne pas obéir s'ils estiment qu'un ordre est conforme à l'intérêt. Voilà. Donc ça, je veux dire on a vraiment affaire à quelqu'un qui, psychologiquement parlant, est raide dans sa tête. Après, je voudrais dire à Emmanuel Macron qu'on est tous emmerdés, Monsieur le Président. On est tous emmerdés depuis 2 ans. On a tous subi cette maladie, moi je l'ai eu, ça n'a pas été une partie de plaisir, on a tous été emmerdés par toutes les mesures qui ont été prises, tous été emmerdés par nos modes de vie, par le masque dans la rue, on a tous été emmerdés parce qu'on a souffert de voir nos proches atteints, on a perdu des gens, on est tous emmerdés par cette maladie. Donc je veux dire, emmerder des gens en considérant que 90% de la population est contre les 10% restants, c'est faux. La grande majorité des gens autour de moi, les jeunes en particulier, les gens de 20, 30, 40 ans, ils se sont fait vacciner par contrainte. Ils ne se sont pas vaccinés par civisme. Ils pensaient qu'ils étaient à l'abri du problème. Voilà, et qu'on n'a jamais fait ça. Donc aujourd'hui, vous avez une partie de la société qui s'est fait vacciner par contrainte. Elle n'a pas eu le choix. Mais est-ce qu'elle est hostile aux 10% restants? Alors qu'il y a une partie qui a été montée l'une contre l'autre, c'est vrai. Mais pardon, ce qu'il a dit et ce raisonnement, ce qu'il y a dans sa tête, à la fois sur l'irresponsabilité et sur la volonté de cliver, à mon avis, ça va au-delà du clivage. Il prend, à mon sens, le risque une fois de plus, comme il l'a fait à l'époque des Gilets jaunes ou avant les Gilets jaunes, de jouer avec des allumettes et un bidon de pétrole. Et à un moment donné, ce type-là, il va vraiment faire sauter la société. En tout cas, il l'a fait de façon très calculée. Et l'interview a été relue, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et moi, ce qui me gêne dans ce débat, finalement, soit on va vers l'obligation vaccinale, et en effet, ceux qui ne sont pas vaccinés sont dans l'illégalité. Soit, en effet, on n'est pas dans l'obligation vaccinale, et ceux qui ne se font pas vacciner, c'est leur liberté, ils sont dans leur plein droit. Ils se mettent un peu en dehors de la société, sur quelques activités culturelles sociétales, mais voilà. Mais oui, mais à un moment, il faut être cohérent. Et puis, on ne peut pas faire une déchéance de citoyenneté autour d'un vaccin. C'est ça qui me pose problème. C'est pas possible. Oui. Le pass vaccinal, donc 5h30 ce matin, vous étiez devant oui, la télé. J'étais jusqu'à 5h. Donc, le Premier ministre espère une entrée en vigueur au 15 décembre. Alors, majorité des Français, selon les sondages toujours, sont favorables à ce pass vaccinal. En même temps, moi, je comprends pas très bien. Le Omicron est censé être moins dangereux. Et on est en train de resserrer les boulons. Il y a des choses qui sont pas cohérentes. Je passais devant les pharmacies ce matin qui sont des queues avec des parents, avec des enfants là aussi dans les écoles. Ce qui est en train de se passer est absolument incohérent. Donc ce pass vaccinal, est-ce qu'il va servir à quelque chose? Alors Nicolas Corato, vous êtes... Oui, je pense que à quoi il va servir? Non, j'ai pas la réponse, mais c'est une très bonne question. C'est une question d'ailleurs qui peut-être met en péril l'avenir du pass vaccinal, absolument. En tout cas constitutionnellement, parce que je rappelle que le Conseil constitutionnel va juger de la constitutionnalité du pass vaccinal sur 3 critères. La proportionnalité, la limitation dans le temps et le caractère indispensable de la mesure. Et effectivement, c'est ce 3e critère que vous visez, Valérie. En quoi est-ce que l'instauration du pass vaccinal est aujourd'hui, dans le contexte, indispensable à une politique sanitaire? Et ça, c'est la question constitutionnelle qui va être posée. Moi, j'attends du Conseil constitutionnel quand même qu'il se penche véridiquement sur cette question. Il a déjà donné un avis, donc à mon avis, ça va passer. Le Conseil d'État, oui. Le Conseil d'État et l'avis du Conseil d'État, je trouve assez mesuré. Oui. Le Conseil constitutionnel nous a moins habitués ces derniers temps à une sévérité chronique par rapport au projet de loi présenté par le gouvernement. Mais je pense cette décision du Conseil constitutionnel sera très importante parce que les atteintes aux libertés sont réelles dans ce projet de loi. Elles sont justifiées uniquement par cette idée de l'utilité d'une réponse par rapport à la pandémie. Et moi, je doute effectivement, dans le contexte actuel, qu'on ait une corrélation entre l'atteinte aux libertés et la réponse utile à la pandémie. Si, effectivement, est-ce que le pass...
Le Conseil constitutionnel va justifier sa décision en disant, dans l'attente d'un nouveau variant, il faut effectivement instaurer le pass vaccinal. Ils vont jouer là-dessus, bien évidemment. Oui, ça fait partie effectivement des stratégies, mais il faut regarder quand même aussi la notion de limitation dans le temps. Normalement, si on juge les 6 prochains mois, le Conseil constitutionnel se base aussi sur des rapports d'experts. On n'a pas aujourd'hui de données, d'études qui permettent de dire qu'on est sûr qu'un nouveau variant viendra dans les 6 prochains mois. C'est un sujet majeur, c'est-à-dire que il faut qu'on fasse attention, parce qu'on revient rarement en arrière en matière d'atteinte aux libertés publiques. On a vu ce que ça a donné sur les lois antiterroristes qui sont rentrées dans le droit commun après avoir été des lois d'état d'urgence. Et on a tout à craindre que les atteintes aux libertés qui ont été consacrées hier par le législateur, si elles ne sont pas jugées utiles, ou si elles sont jugées utiles par le Conseil constitutionnel, restent ensuite durablement dans le droit commun. Qu'est-ce qu'il y a eu comme atteinte aux libertés hier dans le débat sur le pass vaccinal? Attendez, le pass vaccinal, c'est quand même une restriction, par exemple. 90% du débat cette nuit a porté notamment sur le contrôle de l'identité des détenteurs de pass vaccinal. Bon, pour arriver à une conclusion... Pardon, le pass vaccinal, c'est une restriction, par exemple, majeure à la liberté d'aller et venir d'un certain nombre de nos concitoyens. De ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Oui, eh bien, pardon, mais considérez que c'est une atteinte aux libertés. C'est une atteinte aux libertés, justifiée, d'après le législateur, par une réponse proportionnée à une pandémie actuelle. Bon, ben c'est ça le sujet. Est-ce que c'est proportionné et est-ce que c'est bien utile? Moi, j'ai quand même des doutes. Il faut qu'on considère quand même l'impact de l'atteinte aux libertés dans ce projet de loi. Par rapport... Oui, alors Alexandre Malafaille. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des doutes légitimes par rapport à la vaccination. Je vais vous prendre le cas particulier de quelqu'un que je connais bien, quelqu'un qui a moins de 50 ans, qui a eu le Covid dans une version assez sérieuse, dans la version 1, donc qui était bien protégé. Je vous raconte l'histoire. Qui finalement n'a pas eu le choix, l'été dernier, s'est fait vacciner par Pfizer, a eu des effets secondaires très désagréables. D'accord, très désagréable. Voilà, avec des problèmes cardiaques, etc. Son médecin lui a dit, il ne faut pas que vous ayez de deuxième dose Pfizer. Voilà. Eh bien, il a son passe vacciné, il aura son passe vacciné. C'est prévu par le... Si, c'est prévu. Bien sûr. Une attestation. J'aimerais bien que vous m'expliquiez en quoi un médecin est dit pour dire non. Mais il y a des maladies graves qui ne peuvent pas avoir le vaccin et ils ont le passe vaccinal ensuite, bien évidemment. Il y a des dérogations. Il y a une liste très précise. Et je crois que la liberté de son corps ne peut pas être mise en balance avec la liberté de se déplacer. Voilà, je crois que cette espèce de chantage, et c'est pour ça que moi je suis très inquiet, j'entends ce que dit Nicolas Coretto et je suis d'accord avec lui, moi je suis très inquiet sur tous ces précédents qui sont en train, et toutes ces expériences qui sont en train d'être menées, il en restera plein de choses. Et une fois qu'on a, vous savez, c'est comme avec la plomberie fiscale qui a été mise avec le prélèvement à la source, une fois que vous avez commencé à mettre en place un système où vous pouvez effectivement contrôler la santé des Français à un moment ou à un autre sur un sujet, vous le ferez sur autre chose. Ça va devenir une norme. Eh bien, ça, pardon, on n'en parle pas. Alors on en parle, on survole le débat, parce que tout le monde dit que ça n'est pas possible. Rappelez-vous le nombre de fois qu'on a dit à cette antenne ou ailleurs que la mesure qu'on prenait, mais ça durerait 3 mois. Regardez où on en est. Ben oui, mais la pandémie n'est pas finie. Enfin, il vous a pas échappé. Oui. Non, mais il vous a pas échappé qu'on n'est pas les seuls. Non, mais il vous a pas échappé qu'on n'est pas les seuls au monde, qu'il y a des pays qui sont encore plus liberticides. Quand on voit, par exemple, que le Québec. Ça ne me rassure pas. Non, mais ça veut dire que c'est un complot. Enfin, quand je dis complot, je mets des guillemets. Que c'est une entreprise mondiale. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de dire que c'est pas parce que les autres sont encore plus cons que nous qu'il faut s'en réjouir. Je dis simplement que je pense que malheureusement l'Occident est en train, à cause de cette espèce de frénésie peut-être en matière de précaution et de raisons que j'ai un peu de mal à décrypter, je pense que l'Occident auquel nous appartenons est en train de nous faire changer progressivement de mode de vie, presque de civilisation. Faut pas aller jusque-là. Faut pas exagérer non plus. Un monde de contrôle, on va dire sécuritaire. On va rajouter à ça, et dans une société... Vous imaginez dans la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, moi, je m'en aperçois même plus de mon passe vaccinal. Non, on donne son passe vaccinal au bistrot, on donne dans un restaurant. Ça dure 30 secondes, même pas 2 secondes, et on passe à autre chose. Vous décrivez exactement le risque c'est qu'on ne s'en aperçoit plus, c'est rentré dans les mœurs. Nous avons accepté de vivre sous un système de contrôle sanitaire. Voilà, mais c'est une réalité sociale. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de Valérie Pécresse qui veut ressortir le Karcher. Je vois. Et elle a bien raison. Bertrand Charmeroy qui dit « Et voici le bébé de show ». À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio, Valérie Pécresse ressort donc le Karcher. C'est dans une interview accordée à la Provence ce matin c'était hier d'ailleurs, que Valérie Pécresse a assuré. Oui, c'est ce matin la Provence a assuré qu'il fallait ressortir le Karcher. Écoutez, ce matin, elle était en déambulation, comme on dit, dans le sud de la France, et elle persiste et signe. Il faut ressortir le Karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et il faut traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Voilà, donc il faut traquer les dealers, il faut traquer, vous assumez, vous... Ah, totalement, mais totalement. Enfin, on en parlait tout à l'heure avant la pause de publicité. L'insécurité est un problème numéro 1. L'expression est forte. Elle s'adresse, alors que Macron s'adressait aux Français en les emmerdant, là elle s'adresse aux délinquants et elle dit attention, on va ressortir le Karcher et on va, excusez-moi l'expression, nettoyer un peu les cités, notamment avec les problèmes de drogue, de délinquance et de dealers. C'est un fait numéro 1. Voilà. Là, c'est remettre le projecteur sur elle. La preuve, on en parle ce matin. Alors, sûrement qu'il y a derrière la communication. Ça correspond à ce que disait Kevin, c'est-à-dire, et ce que disait également Éric Zemmour. Le président de la République voulait remettre le Covid au centre du débat politique. Elle le ramène sur du régalien. Du régalien, exactement. Je pense que Valérie Pécresse a raison. Elle a raison parce qu'en effet, c'est une préoccupation majeure. Elle a dirigé l'Île-de-France, elle dirige encore l'Île-de-France de manière tout à fait optimale et performante. Et elle a bien compris les problèmes liés à l'insécurité dans les transports en commun, les problèmes liés à l'insécurité dans les quartiers de nos villes. Et je trouve ça bien, en effet, que Valérie Pécresse mette ça sur le devant de la scène parce que c'est une vraie problématique pour les Français. Éric Zemmour en avait longtemps parlé. Je pense qu'elle répond aussi à Éric Zemmour. Éric Zemmour n'a pas le monopole de la lutte contre l'insécurité, de la lutte contre la délinquance. Il y a une vraie femme de droite qui s'appelle Valérie Pécresse, une femme qui a envie de faire, une dame de fer comme elle le dit, F-A-I-R-E, et c'est surtout une femme compétente parce qu'en effet, quand on voit son bilan à la tête de la région Île-de-France, mais c'est exceptionnel ce qu'elle a réussi à faire en termes de rénovation des transports, de rénovation de certains quartiers, le fait d'avoir baissé la dette de la région Île-de-France ou d'avoir supprimé des fonctionnaires. Ou même lutter contre le communautarisme. Ou de lutter contre le communautarisme. Donc c'est pour ça qu'elle a raison de s'imposer. Beaucoup à droite critiquent Valérie Pécresse parce qu'en fait, on ne la connaît pas. Donc il faut qu'elle se libère, il faut qu'elle apprenne à sourire devant la caméra et qu'elle nous montre qui elle est vraiment, parce que je pense vraiment qu'elle peut incarner la France et qu'elle peut incarner les 5 premières années de notre pays. Oui. Alexandre Malafaye. Moi, si vous voulez, j'aurais tendance à dire à Valérie Expert, attention... Pécresse ou Expert? Pécresse. J'ai plein de choses à dire à Valérie Expert aussi. Oui. On s'en parlera. J'ai tendance à dire à Valérie Pécresse, donc attention à l'utilisation de formules qui ont fait pchit. Voilà, celle-là, elle a fait pchit, et malheureusement, on a vu la suite. Je pense ensuite que, on ne peut pas quand même penser que nos services de police et de gendarmerie, depuis que Nicolas Sarkozy a dit ça, aient renoncé à faire le job, ni même à l'époque d'Emmanuel Macron, même si le régalien n'était pas dans son cœur de priorité. Je pense que le vrai sujet, et les électeurs, c'est ce qui m'intéresse avec Sinopia, je ne vais pas juger de la pertinence de faire plus de sécurité ou moins de sécurité. À la limite, ce n'est pas mon sujet en tant que président de Sinopia. Mon sujet, c'est de m'intéresser non pas au quoi, ce qu'elle veut faire, mais au comment elle va le faire. Comment elle va le faire. Parce que le vrai sujet sur lequel ont buté tous les gens qui ont été aux affaires depuis maintenant une vingtaine d'années sur le sujet, c'est comment on fait. Donc moi, je veux bien qu'on s'intéresse à la question à nouveau et qu'on ressorte des belles formules, mais ok, Madame Pécresse, dites-nous comment vous allez utiliser les moyens à votre disposition, l'arsenal législatif, le futur arsenal législatif, les moyens de police, comment vous allez assumer les difficultés opérationnelles que vous allez rencontrer dans les quartiers dans lesquels vous voulez remettre du Karcher. Voilà. Dites-nous comment, parce que si vous dites le comment et que le comment est cohérent, je pense qu'on aura envie de nous faire confiance. Si c'est pour faire du déclaratif et faire du débat, très bien, mais ça ne servira pas à grand-chose et on se reverra dans 5 ans. Oui, c'est non, mais là, on est dans une formule choc, mais évidemment, il y a un programme derrière tout ça. Oui, mais des auditeurs nous disent le Karcher, il était à la cave, il n'y a pas de raison qu'il ressorte. Non, mais on va le ressortir, justement. Alors, Nicolas Corato.
Moi, je suis assez déçu parce que comme Kevin Bossuet, je trouve que Valérie Pécresse est une candidate intéressante, sérieuse et qui apporte quelque chose à la droite de nouveau et qui d'ailleurs est un peu la surprise de cette primaire interne de LR et plutôt une bonne surprise, je pense, pour le débat à venir au présidentiel. Et donc, je suis un peu déçu qu'elle fasse de la politique à l'ancienne avec des punchlines, avec des mots qui ressortent de la cave parce que le Karcher, pardon, mais le Karcher, ça a été un échec. Bilan sécuritaire du quinquennat Nicolas Sarkozy, plus 14% de violence physique sur tout le quinquennat. 20 000 postes de policiers en moins. Donc, on peut prendre en exemple une politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy qui, par ailleurs, en matière d'exemplarité sur les lieux de la délinquance, est peut-être pas un bon exemple non plus, puisqu'il a été quand même condamné 2 fois, mais s'il a fait appel, il a 4 mises en examen et son secrétaire général de l'Élysée est actuellement en prison. Donc, pardonnez-moi, je me demande pourquoi Valérie Pécresse veut absolument, et c'est un manque de confiance en elle peut-être, se raccrocher au passé sarkozyste plutôt qu'à l'avenir qu'elle représente. Ensuite, sur les politiques publiques en elles-mêmes, le programme de Valérie Pécresse nous propose la suppression d'à peu près 150 000 postes de fonctionnaires. On sait qu'on va avoir besoin de recruter massivement dans certains secteurs, l'hôpital. J'attends les propositions de Valérie Pécresse sur l'hôpital. Les 150 000... mais également les forces de sécurité. Et moi, j'aimerais entendre Valérie Pécresse nous parler sur ni l'hôpital, ni la sécurité, ni la justice, bien évidemment. Laissez-le terminer. Il faut qu'on dépasse les opérations de communication et qu'on rentre un peu dans, comme le disait Alexandre, dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est... Est-ce que Valérie Pécresse va pouvoir nous dire, de manière la plus honnête et transparente possible, comment est-ce qu'elle lutte contre la dette, puisqu'apparemment c'est un sujet qu'elle peut prendre à bras le corps, et en même temps, comment est-ce qu'elle renforce la sécurité dans ce pays? Donc ça, c'est un sujet. Dernier point. Là aussi, on a beaucoup parlé du style d'Emmanuel Macron sur sa manière d'emmerder une partie des Français et de considérer que certains ne sont pas citoyens. Vous avez entendu comme moi, dans l'extrait que vous avez passé, qu'à la fin, elle dit que les délinquants, on va priver les délinquants de leur citoyenneté. Vous savez, quand vous êtes président de la République, vous êtes garant de l'état de droit. Ouais. Et en France, dans une démocratie, que ça vous plaise ou non, y compris quand vous êtes détenu, quand vous êtes condamné, quand vous êtes emprisonné, vous restez un citoyen, sujet de droit. Et ça, c'est très important parce que ça s'appelle la démocratie et la République. Donc là aussi, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Dernier tout petit point sur ces mots. Moi, ça me choque à chaque fois quand on parle de nettoyer les quartiers. Il y a effectivement des délinquants qui pourrissent la vie dans ces quartiers. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui y habitent et qui ne se considèrent pas comme de la salissure républicaine. Ouais. Bon, oui. Enfin, moi qui enseigne dans ces quartiers, je peux vous dire que la première chose qu'on me dit quand je parle de Nicolas Sarkozy, c'est où est passé le Karcher. En fait, les gens n'ont pas pris ça pour une insulte, ils ont pris ça pour un véritable espoir. Et en effet, ils ont le sentiment que le Karcher n'a pas été assez passé sous Nicolas Sarkozy. Et peut-être qu'avec Valérie Pécresse, on va vraiment le passer et qu'on va régler en effet tous ces problèmes. On attend le concret. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.